was ist denn normal? Die singt das 21 Mal. Wer ist schon normal? Sag, bist du denn normal? Die singt das 21 Mal. Sie sollte. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue sur Redline Radio, il est précisément 20h24, synchronisation des montres. T'écoutes Redline Radio. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. Écouteurs branchés, enceinte connectée, radio allumée. Redline Radio. Redline Radio. Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Un pour tous et tous pour tous. Redline Radio. Mais quel plaisir de vous retrouver tous et toutes fidèles auditeurs de Redline Radio. Mais qui dit émission dominicale dit dimanche soir, fin du week-end. Oh, mais bien sûr, c'est l'émission Les Trois Mousquetaires. Ouais, et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas à tous et à toutes de votre fidélité au programme de Redline Radio. Vous savez que nous sommes toujours extrêmement fans des gens pour lesquels on travaille et de temps en temps ça marche mal comme ce soir. Donc on vous invite naturellement tous et toutes, si vous êtes sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, à nous retrouver sur le DAB, comme bien sûr les fidèles auditeurs bloqués sur cette célèbre A9 entre Martigny et Lausanne, qui se retrouvent bien sûr dans les bouchons en train de rentrer de leur Valais, comme ça, où ils sont certainement allés skier. Ce soir nous avons la chance de recevoir Laurent Meunier, ancien hockeyeur professionnel. On parlera un petit peu de son parcours, mais avant cela, est-ce que monsieur Xavier nous a mis un petit peu de soleil comme ça dans la radio cet après-midi? Bah écoute, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Bon, j'ai vu un tout petit peu, un tout petit soleil, mais il était timide. Et il n'a pas voulu sortir des nuages. Très bien, on dit c'est comme le sport, l'essentiel c'est de participer, n'est-ce voilà, pas? Exactement. On a un ancien de chez nous et ça nous fait tellement plaisir qu'il soit de retour au micro de Redline Radio. C'est bien sûr monsieur Gaëtan Muller, parce que on va parler de hockey sur glace, bien sûr, notre consultant spécialiste expert en hockey sur glace. C'est bien sûr toi, mon cher Gaëtan. Comment vas-tu? Bien? Mais écoute, ça va bien. Est-ce que ça te fait plaisir de te retrouver comme ça à nouveau derrière Est-ce que le micro te manquait? Parce qu'on va parler un petit peu de ton voyage, peut-être, si ça te dérange pas. En tout cas, est-ce que ça te fait plaisir de te retrouver à nouveau derrière ton micro? Ah, clairement, ouais, ça fait. Je pense que ça fait plus d'une année que j'ai pas été derrière un micro, donc ouais, effectivement, ça fait du bien. Puis après, être passé dans les températures chaudes, de revenir ici où on se les gèle, hein, comme samedi dernier où il faisait moins 12 degrés, donc ça change. C'est juste, donc toi t'es parti un petit peu par monts et par vaux, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que tu nous conterais un tout petit peu tes aventures, tes épiques aventures voyagesques, j'ai envie de dire? J'ai pas été grand, enfin j'ai fait toute l'Amérique centrale en partant depuis le Mexique, en finissant jusqu'au Panama. Et j'ai traversé tous les pays d'Amérique centrale en chicken bus, c'est les bus locaux un peu pimpés qu'ils ont chez eux, un peu tunés. Et ouais, non, c'était assez sympa de me retrouver là-bas et puis de découvrir un peu de différentes cultures, nourriture et autres. Et puis ouais, c'était plutôt intéressant. Très bien, j'espère qu'une fois on aura l'occasion d'en parler plus longuement et ça nous ferait extrêmement plaisir. Ce soir, je le disais, notre invité, et ça me fait vraiment plaisir parce que je t'ai toujours vu de loin comme ça, Laurent, puis là t'es à la radio, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Laurent, est-ce que toi tu te présenterais comme ça en quelques mots aux invités de Redline Radio? Bonsoir à tout le monde d'abord. Je me présente français d'origine et marié à une Suisse, donc Suisse maintenant, et je vis à Corminboeuf, donc proche de Fribourg. J'ai pratiqué le hockey pendant longtemps. J'ai joué plus de 22 ans professionnel au hockey sur glace dans différents pays. En même temps que ça, j'ai eu la chance de faire des études. J'ai fait un master d'ingénieur aussi à Lyon.
Et maintenant, depuis ma retraite, il y a 3 ans et demi, je travaille sur le canton de Fribourg à Bulle pour la compagnie d'Outix et je m'occupe, c'est une compagnie d'informatique où on intègre le logiciel Odoo, donc voilà, c'est ma vie actuelle. Très bien, la première question que j'ai envie de te poser, mon cher Laurent, le hockey, comment ça a commencé le premier contact avec le hockey? Est-ce que c'était d'abord le hockey ou je sais pas moi, la pétanque, le foot, que sais-je, le premier contact? Le premier contact c'était parce que j'étais un petit peu trop excité à la maison visiblement et mes parents cherchaient à me fatiguer. Je faisais déjà du foot mais ça ne suffisait pas. Donc ils ont trouvé par un ami, on était à Grenoble, donc le sport, en France le hockey n'est pas non plus très connu, mais à Grenoble, grâce au JO de 68, ça s'était bien développé. Donc ils m'ont mis au hockey, j'ai bien aimé patiner, et voilà quoi, à 5-6 ans j'ai commencé à toucher la glace et depuis c'est une vraie passion. Une vraie passion. Par rapport à ça, il y a quand même plusieurs postes comme ça sur une surface de glace. À quel moment tu as su que tu étais fait potentiellement pour ce poste-là plutôt qu'un autre? Alors moi j'ai joué centre pratiquement toute ma carrière, donc je sais pas, ça s'est mis un peu comme ça. J'aimais être au milieu, être au centre, prendre les engagements. Je sais pas exactement comment ça s'est décidé, mais ça s'est décidé assez naturellement. J'ai pas de souvenir quand il y a quelque chose qui s'est décidé sur ça. Par rapport à tout ça, à quel moment tu as décidé peut-être, alors tu disais que tu faisais justement un master je crois à Lyon, et puis à quel moment tu as décidé de prendre l'option de devenir hockeyeur professionnel? Est-ce qu'il y a eu une situation, un truc, quelque chose qui s'est passé où tu dis ok je prends la décision de devenir hockeyeur professionnel? En fait, c'est vraiment en France, le hockey c'était un peu instable. Il y avait des équipes qui faisaient un peu faillite au moment où moi je suis entré dans la ligue. Donc j'ai joué dans une équipe professionnelle à partir de 18 ans, mais je faisais mes études en même temps. Et ça, c'était une condition pour mes parents, c'est que je finisse mes études. Et après, je faisais ce que je voulais. Donc moi, j'ai fait mon master d'ingénieur à Lyon. Et vraiment, à partir de ce moment-là, j'étais dans des équipes, j'étais payé, donc j'étais comme un joueur professionnel, sauf que je faisais mes études en même temps. Et vraiment, pour moi, où vraiment je me suis dit, c'est ok, là maintenant, je vais pour jouer professionnel, c'est à la fin de mes études. Et quand je suis venu à Genève, en fait, la première année où vraiment j'avais décidé de partir à l'étranger, j'ai eu la chance de venir à Genève. Là, je me suis dit, bon, maintenant, je suis 100% ok et on va voir ce que ça peut donner, quoi. Justement, par rapport à tout ça, on a reçu, bien sûr, et c'est grâce à lui que tu te retrouves un petit peu chez nous, Gérald Métro, agent de joueurs. Comment est-ce qu'on rencontre son agent, ou à quel moment, j'ai envie de dire, on décide de prendre un agent en tant que joueur? La question, c'est qui va vers qui? Est-ce que c'est vraiment les agents qui viennent aux joueurs ou c'est les joueurs qui viennent aux agents? Alors moi, à l'époque, c'était Philippe Boson qui m'avait présenté à Gérald lors d'un championnat du monde et c'est vrai que dans un premier temps avec Gérald on avait juste une simple collaboration parce que moi j'avais l'objectif de partir en université américaine et on n'avait pas le droit d'avoir d'agent parce que si on a un agent on est considéré comme pro et en université américaine on est des joueurs amateurs, donc on était juste en simple relation comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé de passer à la fin de mon master, où là vraiment Gérald, c'est grâce à lui aussi qui m'a aidé à signer mon premier contrat, il y avait le chef matériel, je dis souvent de Genève, qui m'avait aidé aussi, Jimmy, que je salue bien s'il écoute, et pour ce premier contrat. Et c'est vrai qu'après Gérald il m'a suivi tout le long et maintenant on est amis, donc on est assez proches et c'est vrai que quand il m'a parlé de cette émission, je pouvais pas refuser. Ça nous fait extrêmement plaisir, on lui fait vraiment plein de gros bisous. Sachez qu'il a fait un super bouquin qui s'appelle La vie d'en bas. Je vous conseille naturellement d'aller le lire. D'ailleurs, si vous vous intéressez bien sûr au livre, n'hésitez pas à regarder notre émission le lundi soir. Ça s'appelle Le Fil Rouge, notre émission littéraire sur Redline Radio. Monsieur Gaëtan, une question à notre invité du soir. Oui, moi je me demandais par rapport à ta situation justement de ton contrat professionnel, le fait que tu sois allé dans les universités aux États-Unis, tu avais eu une possibilité de jouer en AHL, mais je crois que c'est justement ce paramètre professionnel qui t'a pas permis de pouvoir y jouer. Oui, effectivement, c'est vrai qu'à la fin de mes études, en université, on finit mi-mars, quelque chose comme ça, et c'est vrai que nous, on avait une équipe AHL qui jouait dans la même patinoire que nous.
Et donc tout de suite à la fin de saison, ils m'ont demandé de venir jouer 2 matchs parce qu'eux, ils étaient plus qualifiés pour les playoffs, mais il leur restait des matchs à jouer, donc ils voulaient me voir jouer. Donc ils me font, je m'entraîne le matin, je m'entraîne 1 ou 2 fois. Et après, l'après-midi avant le match, il y a le manager du club qui me convoque et qui me dit au final, on vient de se rendre compte que toi, tu as un visa, en fait universitaire et donc tu n'as pas le droit de travailler aux États-Unis. Et donc à partir de ce moment-là, comme c'était une ligue pro, on est obligé d'avoir des contrats de travail et donc j'ai pas pu jouer en AHL. Ce qui devait être assez frustrant, mais c'est par rapport à tout ça. Alors on sait que pour tout joueur de hockey sur glace, la NHL c'est un rêve. Est-ce que le fait d'y arriver ou d'être presque y arrivé, c'est quelque chose tu dis ok, je joue en NHL, j'ai réussi, je suis vraiment hockeyeur, ou si justement j'ai pas réussi à jouer en NHL, je suis un loser, je peux être qu'un bon étranger en Europe en fin de compte. Ouais, je me la posais pas comme ça exactement. Déjà, venant de France, j'étais content d'avoir fait juste un camp NHL, on va dire. Et après, chacun joue avec son talent et ses possibilités. Donc après, c'est juste de voir à quel point on peut les pousser. À l'époque, quand moi j'ai fait les camps NHL, c'était avant 2004, avant le changement de règles, le fait où maintenant il y a quand même beaucoup plus de joueurs de mon gabarit. Avant, il y avait quand même, à l'époque, des joueurs qui faisaient moins d'1m90. Ils en voulaient pas trop. Il fallait être costaud, grand et être fort. Et donc voilà, c'est un peu aussi en fonction des timings. C'est vrai qu'il y a le talent qui joue. Donc je pense que j'en ai surtout peut-être pas assez pour faire ça. Mais voilà, j'ai quand même fait une carrière où je me suis bien fait plaisir. Et c'est au final, moi je le prenais comme ça. C'est faire vraiment la passion que j'avais, c'était de jouer. J'ai beaucoup voyagé, ce qui était notre passion grâce au hockey. Et donc au final, ça m'a énormément apporté. Et surtout, j'ai eu la chance de vivre de ce que j'aimais faire, quoi. L'arrivée, Genève Servette, grand club de hockey sur glace du bout du lac. Comment ça se passe? T'arrives, jeune joueur, dans un club en championnat suisse. Comment t'as été accueilli? Comment ça s'est passé un petit peu la découverte, j'ai envie de dire, à Genève Servette? J'ai été accueilli alors très bien par les fans dans l'ensemble, on va dire. Et il faudrait regarder les articles des journalistes à l'époque, mais pas très bien par les journalistes qui demandaient d'où un Français venait de la Ligue française. Donc j'étais assez dénigré, on va dire, je pense. On n'est pas raciste en Suisse, hein, qu'on se le dise. Ouais, ça c'est sûr. Pour le hockey français, des fois on se demande, mais non, mais voilà, moi ça me touchait pas. Je savais que les gens me connaissaient pas ou peu, donc il y avait aucun problème sur ça. Mais voilà, ça fait plaisir aussi après de montrer que des fois, c'est pas parce qu'on connaît pas les gens qu'ils n'ont pas de valeur. Et finalement, je pense que les journalistes m'ont plutôt bien même aimé et supporté par la suite. Donc c'est marrant comment les choses ont pu tourner. Justement, c'est vrai qu'en Suisse, on a un peu tendance à regarder de haut le hockey français. Comment est-ce que t'as réussi, enfin, comment ça se fait que tu débarques comme ça, tout d'un coup, à Genève Servette? Ouais, mais ça, c'est assez ouais, je l'ai déjà raconté 1 ou 2 fois, mais elle est assez marrante cette histoire, c'est que j'ai un de mes très bons amis qui s'appelle Aurélien Homer, qui est le chef matériel de Genève depuis, qui est très connu en Suisse. Et il y avait mon ami aussi Yorick Trey qui jouait à l'époque pour Genève. Et il m'invite à une soirée en fait fin de saison où il y avait 4-5 gars de l'équipe. Et dans cette soirée, je crois qu'à l'époque on était au Pickwick à Genève. Et il y avait Chris qui était là, Max Orley, à cette soirée-là. Et c'était très détendu, donc on buvait une bière avec Chris. Et il y avait 5-6 joueurs aussi à table avec nous. Et Jimmy dit à Chris en allant aux toilettes, en gros, vas-y, t'as besoin de signer Laurent, c'est un des meilleurs gars de vestiaire, c'est un bon joueur, il va te faire du bien pour l'équipe, quelque chose comme ça, plus en gros pour le vestiaire, pour l'attitude en général. Et Chris, il le regarde, il dit ok, demain je le signe, ou il dit une phrase comme ça un petit peu sûrement à la légère, mais visiblement il s'est renseigné quand même un peu, et 2-3 jours après il appelle Gérald Métro et je signe après à Genève. Genève, comme quoi, effectivement, non mais on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Puis là, je pense clairement que tu avais rendez-vous avec l'histoire du Genève Servette. Comment ça s'est passé un petit peu, toi, ton temps comme ça à Genève Servette? Alors moi, mon temps à Genève, j'ai adoré.
on arrivait, à l'époque, c'était pas un grand club comme maintenant. Il faut quand même mettre en perspective. Ils venaient de monter en Liga, je pense, 2-3 ans avant. Il y avait de hockey à Genève, c'était quand même pas. Il n'y avait pas encore ouais, c'était compliqué. Donc, il faut vraiment mettre. On était vraiment. Le club était en train de se construire. On faisait des events 2 fois par semaine pour que les gens ils connaissent les joueurs, ils connaissent le hockey. Et donc, de faire partir de cette construction, ça a été vraiment sympa. Surtout qu'on avait une équipe jeune et vraiment, vraiment cool. Donc, j'ai pas mal d'amis encore de cette époque à Genève. Donc, c'est que des bons souvenirs. C'était de découvrir aussi une ville comme Genève qui était super sympathique à l'âge que j'avais pour l'après-hockey. Donc, tout était réuni pour que ce soit des bons souvenirs. Puis c'était quoi ton lien que tu avais avec Chris Maxwell? Parce qu'on sait comment il est derrière le banc pendant les matchs et tout, mais on sait aussi comment il peut être avec certains de ses joueurs. Comment tu t'entendais ou pas avec lui? Au final, maintenant, je m'entends bien. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui m'a apporté aussi en tant que joueur et en tant que surtout pour grandir aussi, donc en tant que joueur, je disais. Et c'est vrai que pendant que j'étais à Genève, ça n'a pas été tout rose. Il m'a mis il met beaucoup la pression sur les joueurs dans le sens où il faut produire, etc. Moi, j'avais la chance d'avoir un petit contrat. Et comme lui, il juge beaucoup les niveaux de performance par rapport au contrat qu'on a, moi, il m'aimait beaucoup pour ça. Parce que je jouais pas mal, je pense, par rapport à l'argent que je gagnais à l'époque. Mais une ou deux fois, ça avait quand même bien brassé. Mais ça n'empêche pas qu'après, on s'entendait bien. J'ai une anecdote, je pense que je n'ai jamais raconté, mais c'est vrai qu'une fois, il m'envoie à Lausanne en Ligue B parce qu'ils avaient besoin d'un joueur. Et il m'interdit d'aller en équipe de France parce que, en gros, l'équipe de Lausanne, il fait que j'aille pas en équipe de France à la trêve de décembre. Il m'envoie à Lausanne et ça m'avait pas plu. Donc je lui dis que c'est un menteur, quelque chose comme ça. On s'engueule, pas très poliment. On ferme la porte et là on se parle plus. En gros, pendant 2 mois, je rentre à Genève, je joue, mais on se parle plus. On se dit bonjour et voilà. Et après, tout d'un coup, il m'appelle dans le vestiaire et il y avait à l'époque Hans Kosman qui était notre assistant coach qui allait partir pour X ou Y raison. Et à l'époque, il me dit Laurent, ça te dirait pas d'arrêter ta carrière et de devenir mon assistant coach? Donc je l'ai pris bien et pas bien dans un sens parce que j'avais 30 ans ou je sais plus quel âge, 28 ans. Mais voilà, c'était une marque aussi de confiance envers moi. Et après, on s'est toujours bien entendu parce que sur diverses choses et on est resté tout le temps en contact. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie revoir maintenant. Justement, parmi l'ensemble peut-être des coachs que tu as côtoyés, que ce soit tout championnat confondu, est-ce qu'il y en a vraiment un particulièrement qui a tourneboulé ta vie, j'ai envie de dire, ou qui t'a vraiment marqué plus qu'un autre? Ouais, j'ai beaucoup apprécié le coach que j'avais en Allemagne, il s'appelle Dan Ratuschny, qui a été le coach de Lausanne aussi pendant 1 an et demi ou 2 ans, avec qui j'ai passé 3 années en Allemagne à Straubing. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était, j'aimais beaucoup dans son approche. Il était quelqu'un de très calme, très posé. C'est un avocat à la base, donc il a beaucoup de parts que j'aime bien et sa façon dont il veut que les joueurs jouent et la confiance qu'il donne aux joueurs. Donc j'avais beaucoup amené son approche, justement un peu à l'opposé d'un Chris. Justement, lui, il criait pas, il n'avait jamais insulté les joueurs. Mais par contre, il était en train de... il essayait de convaincre les joueurs de la bonne façon, je trouvais. Donc il est assez vraiment intéressant dans sa façon de manager une équipe et d'en tirer le meilleur possible, quoi. Par rapport à tout ça, c'est vrai que la carrière de hockeyeur sur glace, moi ça fait 30 ans bientôt que je suis le hockey sur glace, et ce soir, j'entends pour la première fois de ta bouche, Laurent, parler de petits contrats. C'est quoi un petit, c'est quoi un gros ou un moyen contrat? Qu'est-ce que tu entendais par moi j'ai un petit contrat? Par rapport aux autres joueurs étrangers, c'est surtout ça. Par rapport à la Suisse et
au niveau de contrat suisse. Donc je savais que j'avais un petit contrat. D'accord. Toi, alors en tant que toi, t'es arrivé donc en tant que joueur français, donc en tant que joueur étranger aussi au Genève Servette. Comment est-ce que on gère un petit peu cette pression, parce qu'on t'attend au tournant. Tu vois, les places d'étrangers en Suisse sont chères malgré tout, bien qu'on en ait un 6e maintenant à partir de cette saison-là. Comment est-ce que toi tu faisais un petit peu pour gérer cette pression d'être un petit peu le gars qu'on attend au tournant, l'étranger, le gars qui de toute manière doit de toute façon amener quelque chose? Alors nous on était dans une situation à l'époque, il y avait une année ou deux, on avait le droit de savoir 5 étrangers en Suisse, c'était 2 Nord-Américains et 3 Européens, il fallait ou l'inverse ou 2 Européens, bon bref. Et on était déjà à 5 et moi j'étais le 6e, donc j'avais pas trop de pression à la base parce que j'étais remplaçant au niveau des étrangers. Et là il y avait gros chèque que Chris en fait avait des rapports assez conflictuels avec. Et au final c'est arrivé que cette année je devais être le 6e, mais Groschek s'est blessé tout de suite. Et après il a joué un match, il est revenu où j'ai pas joué, sinon j'ai joué tout le reste parce qu'après il l'a échangé. Parce que je pense qu'on n'avait pas les mêmes contrats. Et justement, dans ce cas-là, ça m'a aidé, je pense, à rester pour Genève. L'intégration par rapport à... non, pas l'intégration, je vais utiliser le terme plutôt déracinement. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que joueur de hockey sur glace? Tu quittes un petit peu toutes tes racines pour partir en Suisse, en Amérique, en Allemagne. Comment est-ce qu'on vit ça, j'ai envie de dire, au quotidien en tant que hockeyeur professionnel? Alors, déraciné à Genève, on n'est pas vraiment déraciné, justement, parce qu'on était pas mal. Les Français, les Genevois vont apprécier. Mais non, je me sentais très bien à Genève. Mais c'est vrai que moi, après, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu aux États-Unis. Donc là, oui, par contre, quand on est en Suède, on est un peu déraciné. Moi, j'étais au nord de la Suède, on était vraiment. Là, c'est une autre culture. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des choix d'aller dans certains pays comme ça, justement pour connaître d'autres cultures et apprendre aussi la différence et de certaines personnes, certaines cultures pensent différemment et des fois quand on regarde de loin on se dit mais c'est bizarre, et en fait quand on vit avec eux on apprend à comprendre pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils pensent ces choses-là, et je trouve que ça c'est intéressant et moi ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé pour me former en tant qu'homme. Et puis tu as donc été dans plusieurs pays, dans plusieurs championnats, que ce soit en France, aux États-Unis, Suisse, Allemagne et puis notamment la Suède. Quel est le championnat qui t'a le plus marqué? Alors moi j'ai beaucoup aimé aussi le championnat allemand dans le sens où les patinoires, le public était vraiment présent. C'est vraiment un championnat très plaisant à jouer. Après du niveau de jeu, le championnat suédois était vraiment particulier. Le championnat suédois, ils ont une telle culture de jeu chaque joueur défensive. C'est un niveau qui est vraiment excellent et c'était vraiment une belle année à jouer là-bas. Tu crois qu'il y a le système suédois, enfin une sorte de système suédois qui pourrait venir en Suisse, parce qu'effectivement le décalage entre le championnat suisse et le championnat suédois est quand même assez grand, ça se voit en Champions Hockey League où en général dans le dernier carré il y a 2-3 équipes suédoises, ce qui n'est pas le cas encore cette année où Zug était les derniers sortis en demi-finale. Tu penses qu'il y a une possibilité d'évolution avec le hockey suisse par rapport aux Suédois? Il y a la grosse évolution à faire, c'est au niveau des jeunes. Hein. Ouais, au niveau de l'apprentissage et autres. Les équipes suédoises, elles ont tout le temps 2, 3, 4 joueurs qui ont entre 18 et 22 ans de top niveau. Et ça, les Suisses, ils ont du mal à intégrer des joueurs de top niveau dans leur équipe, quoi. Ouais, mais et ça, c'est la grosse différence avec le championnat suédois. C'est que les jeunes joueurs suédois sont de niveau incroyable, quoi. C'est le système en fait au niveau des juniors qui fonctionne pas assez bien. Les juniors, peut-être pas que les juniors, mais c'est l'ensemble. Après, c'est la culture suédoise. Il y a peut-être beaucoup plus de gens qui jouent au hockey aussi en Suède. Ça, je connais pas exactement les chiffres, mais ce qui fait que le niveau d'ensemble des jeunes joueurs suédois est plus élevé que les joueurs suisses. C'est une certitude, ça. Puis donc tu as fait quand même une bonne partie de ta carrière du côté de la Suisse. Tu as passé quand même par beaucoup de clubs romans, à savoir Genève, Lausanne, Fribourg, même Ajoie. Chaux-de-Fonds. Un match, Chaux-de-Fonds, ouais. Quel club aussi t'as marqué plus qu'un autre? Les 2 clubs qui m'ont le plus marqué, c'est Fribourg et Genève.
Genève, bon, on a fait la finale, et Fribourg aussi, l'année où on y était, on avait perdu au 7e match en demi-finale. Et après, maintenant, j'ai vécu aussi à Fribourg, je vis à Fribourg aussi. Donc, c'est vrai que c'est les 2 clubs qui m'ont le plus marqué. Justement, est-ce que toi, quand tu es arrivé dans le championnat suisse, il y a une équipe, alors bien sûr quand tu arrives, tu as envie de gagner avec ton équipe, mais est-ce qu'il y a une équipe particulièrement ou que toi tu connaissais justement d'avant, typiquement du championnat français, où tu t'es dit ok, ben pour moi typiquement, je sais pas, être en tant que joueur étranger, j'ai envie d'aller jouer à Berne, à Lugano, Zurich, enfin ce qu'on appelle les grosses artilleries chez nous en Suisse. Non, pas vraiment. Je me suis jamais réellement posé la question pour être honnête. Par contre, je connaissais très bien Lugano parce que j'avais Christophe Baluette qui avait joué avec Lugano et qui venait de Grenoble, donc comme moi, et qui avait gagné le titre, et il y avait Philippe Boson aussi qui était à Lugano. Donc, et que c'était à l'époque où Lugano était tout le temps soit en finale, soit il gagnait le titre. Donc voilà, mais après non, je me suis jamais posé. J'ai jamais même souhaité ou rêvé aller dans un club particulier en Suisse, non. Très bien. Eh ben, ça fait un petit moment qu'on bataille déjà, comme on dit chez nous. J'ai envie de vous proposer, eh bien, une autre patrie comme ça. Du hockey sur glace, c'est bien sûr la ville de Bienne. Et j'aimerais vous diffuser. On va partir plutôt du côté de Bâle, ce sera plus sympa. Avec Julia Dabala, le titre Gold. Excellente soirée. Vous êtes sur Redline Radio. Ce sont les 3 mousquetaires pour vous servir. On se retrouve exactement dans 3 petites minutes. Think you're so nice, but truth be told, you'd break a pearl to fit your mold. You're terrified you're getting old. You pick on me, you steal my gold. Think you're so nice, but truth be told, you'd break a pearl to fit your mold. You're terrified you're getting old. You pick on me, you steal my gold. 15 years old, naive, she spills her soul. She burns the stage too warm, too bright for your cold heart to hold. Must be controlled, too brave, too bold. We believe what we're told. We believe what we're told. Think you're so nice, but truth be told, you break a pearl to fit your mold. You're terrified you're getting old. You pick on me, you steal my gold. Think you're so nice, but truth be told, you break a pearl to fit your mold. You're terrified you're getting old. You pick on me, you steal my gold. Didn't ask for your advice, I don't wanna know. Don't wanna know, no. Didn't ask for your advice, I don't wanna know. Don't wanna know. What we're told. So nice, but truth be told, you break a pearl to fit your mold. You're terrified you're getting old. You pick on me, you steal my gold. Think you're so nice, but truth be told, you break a pearl to fit your mold. You're terrified you're getting old. You pick on me, you steal my gold. Gold, 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 gold. You steal my gold. Gold, 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 gold. Steal my gold. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour toi.
tous. Et tous pour un. Redline Radio. Et oui, vous êtes sur l'émission Les Trois Mousquetaires sur la planète Redline Radio. Si vous débarquez, on vous souhaite naturellement la bienvenue. Ce soir, on a Monsieur Laurent Meunier, ancien hockeyeur pro. Monsieur Xavier, tu avais une question pour notre invité ce soir. Oui, effectivement. Alors, si on fait un demi-tour en arrière, joueur pro, comment ça se passe pour devenir joueur pro? Ah, ça, c'est il n'y a pas... Ouais, moi, c'était pas mon objectif à la base, on va dire, dans le sens où c'était vraiment de faire des études et après de pouvoir jouer au hockey. J'avais juste envie de continuer à jouer au hockey, de performer avec l'équipe de France et au plus haut niveau possible. Et c'est vrai que ça se fait un peu comme ça. Voilà, c'est par rapport... c'est vrai que c'est en fonction de notre niveau, évidemment. Donc, mais c'est... En l'occurrence, moi, c'est pas quelque chose que je recherchais plus que ça. C'était en parallèle et c'était une façon de pouvoir continuer à jouer au hockey et de m'améliorer en permanence. Et qui va décider, par exemple, tu vas devenir joueur pro? Personne décide, c'est juste... Il n'y a personne qui décide, c'est juste à un moment donné, ton niveau fait qu'on t'offre un contrat. Et à partir du moment où tu rentres dans une équipe professionnelle, tu es considéré comme joueur pro. Après, voilà, les jeunes, même de nos jours, honnêtement, je regarde moi les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, qui s'entraînent comme des professionnels au final. Ils n'ont pas le contrat, hein, mais ils font comme les professionnels, ils font leurs études, ils font tous ces gamins qui font ça. Et au final, il y en a qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas de contrat, mais quelque part, ils ont eu la vie d'un joueur pro. C'est qu'ils s'entraînaient de la même façon, avec la même intensité, la même volonté. Et en plus, ils avaient leurs études, donc ils sont même encore plus méritants. Mais voilà, des fois, après, il y a des aléas qui fait qu'il y en a qui ont le contrat et pas d'autres. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Mais il y a pas vraiment... c'est pas nous qui demandons, on veut être pro. C'est quelqu'un, on est obligé d'être choisi par les gens qui dirigent. Beaucoup d'appelés et très peu d'élus en tout cas. Monsieur Gaëtan. Quand tu avais un jour de match en Genève, quand tu étais à domicile, on va prendre un match à domicile, c'était quoi ton cheminement de la journée? Qu'est-ce que tu faisais, sachant que tu te levais le matin, et c'était quoi tes habitudes, ta routine, ouais. Bon, la routine, elle est classique, c'est que maintenant, ça commence à un peu changer, mais on avait tout le temps entraînement le matin, léger décrassage, avec des vidéos, des plans, des points tactiques par rapport à l'adversaire du jour. Donc ça, on se mettait petit à petit dans le match. Après, c'était, on mangeait bien. Souvent, on mangeait la même chose. On avait des habitudes. Et après, on faisait la sieste, une petite sieste. Et après, on avait une petite collation qui était souvent la même. Et on se mettait dans un mental où on essayait d'être relâché, calme, mais concentré, quoi. Pour moi, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment d'arriver sur un match. Après, ça dépend un peu de son état physique, mais vraiment, c'est d'être relâché, calme, en sachant exactement ce qu'on doit faire et donc d'être confiant pour aborder le match. Tu avais aussi une petite superstition dans les vestiaires? Non, pas vraiment de superstition. Disons que je mettais toujours le patin gauche en premier, des choses comme ça, mais j'avais pas réellement de superstition par rapport à certains. Ça dépendait des moments un peu, mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'en avais pas. J'aimais pas trop les superstitions. J'y crois pas trop en plus. Donc. Et avec toutes les équipes dans lesquelles tu as joué, est-ce qu'il y a un joueur particulièrement avec qui tu as eu le plus de plaisir de jouer? De plaisir d'être? Ouais. Après, j'ai mes amis Yorick Trey, qui est l'entraîneur de Genève, avec qui on a grandi ensemble à Grenoble. On a le même âge, on a joué depuis l'âge de 5-6 ans ensemble et on était champion de France, je crois, à moins de 15 ans ensemble. On a gagné 2 fois les titres aussi avec l'équipe de France de champion du monde pour monter de groupe B en groupe A. Donc on a vécu à Genève, on a été en université ensemble. Voilà, c'est des personnes comme ça. Voilà, c'est d'avoir avec soi, à côté de soi, un de ses meilleurs amis. Et quand tu joues, ça n'a pas de prix. C'est rare parce que dans le milieu pro, c'est des amis qu'on se fait dans le milieu pro. Mais voilà, c'est un ami d'enfance. Avec qui on fait tout son chemin ensemble. Donc c'est des choses qui arrivent peu et qui sont assez extraordinaires.
Et est-ce qu'il y a un joueur adversaire que tu as particulièrement apprécié, que tu aurais aimé jouer avec? C'est une bonne question, ça. J'aime bien quand l'invité il dit ça. J'aimais des joueurs que j'aimais. Il y a des joueurs qui étaient très forts, des fois on disait, des gardiens, des fois où on aurait aimé jouer, on aurait aimé qu'ils soient avec nous plutôt que l'inverse, mais des joueurs il y a des joueurs que je trouve, j'ai pas réellement pensé dans l'adversité directe, mais il y avait des joueurs comme par exemple Chervé. C'est des joueurs que les gens n'aiment pas, mais c'est des joueurs pour une équipe qui sont top, je pense. On va en parler tout à l'heure. C'est marrant que tu me parles de lui, parce que j'ai vraiment une question toute faite par rapport à lui. Mais vas-y, je voulais pas t'interrompre. Non, voilà, c'est un type de joueur, mais voilà, j'ai pas réellement. Je parle de lui qui était vraiment connu en Suisse. Après, c'est vrai qu'en Allemagne, il y en avait 2-3 où je me disais, bah lui, ça serait top de l'avoir dans son équipe, quoi. Très bien. Justement, je vais rebondir sur notre ami Tristan, parce qu'effectivement, tu te retrouves typiquement dans une équipe contre Tristan Chervin, et puis hasard du calendrier ou des agents, tu te retrouves après coéquipier de ce gars, ou plutôt le contraire, tu te retrouves une saison coéquipier avec ce gars, et puis la saison d'en face, tu te retrouves adversaire de... on prend l'exemple de Tristan, c'est un gars qui est quand même assez rugueux, il faut être honnête. Comment est-ce qu'on gère un petit peu l'avant et l'après d'une relation qui peut être amicale, qui s'est développée pendant la saison où vous avez potentiellement joué ensemble? Ça se passe bien souvent. Moi j'ai le bon exemple, par exemple avec mon ami Thomas Derouns, avec qui je jouais à Genève, qui est un bon ami, et on s'entendait bien, et quand on jouait chaque fois en équipe nationale l'un contre l'autre, on s'envoyait bien, quoi. Mais c'était propre, on n'était pas là pour, évidemment, parce qu'on est des potes, quand on est des amis, on n'est pas là, même avec les autres joueurs, on n'est pas là pour les blesser ou quoi que ce soit, mais par contre on est là pour montrer qu'on est costaud et qu'on est le plus fort, quoi. Donc, et on y va fort. Très bien. Il y a quelque chose qu'on fait très très bien aussi, bien sûr, dans notre pays, ce sont bien sûr nos petites pendulettes. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue sur Redline Radio, il est exactement 21h. T'écoutes Redline Radio. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. Écouteurs branchés, enceinte connectée, radio allumée. Redline Radio. Redline Radio. Merci de votre fidélité. Ce soir, les Trois Mousquetaires, on a la chance et l'honneur de recevoir Monsieur Laurent Meunier qui nous raconte un petit peu justement son histoire avec le hockey sur glace. Moi, je me souviens. Alors, tu portes un nom avec tout le respect que je te dois, mais je me souviens d'avoir. Et puis nous, des fois, c'est vrai qu'à Lausanne, on a un peu trop un neurone. Il suffit juste de dire LHC, mais c'était Meunier, tu dors, ce genre de truc. Comment est-ce que toi, alors moi, je rêverais un jour d'être ou arbitre ou une fois joueur à Malais. Malais blindé, l'ambiance, enfin le feu. Comment, en tant que joueur, on reçoit, est-ce qu'on arrive à se créer une carapace de manière ou au contraire, quand t'es avec tes fans, dans quelle mesure t'es porté par le public? Alors, moi, j'aimais dans l'ensemble, de toute façon, j'adore les ambiances, les grosses ambiances. Quand je suis à domicile, on sent le public. Dans les playoffs, là, quand on est à Genève, quand on est à Fribourg, quand on fait des gros, on sent les choses, on sent l'énergie. Mais ça se sent même avant, donc ça se sent dans la ville, ça se sent qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est ça. Mais moi, dans le match, après, on voit pas trop, on est concentré sur la glace. Et moi, j'ai le souvenir d'arriver, match d'ouverture des championnats du monde, c'était en Suisse en 2008, et on joue la Suisse, donc au match d'ouverture. Et là, il y avait, je ne sais plus combien elle contenait à Berne, mais c'était peut-être 13-14 000, parce que quand elle n'a pas la même capacité qu'en championnat. Et là, il y avait, je pense, 14 000 drapeaux suisses. Et on rentre, l'ambiance, elle est exceptionnelle. Mais par contre, après, quand on est dans le match, moi, je le voyais pas, ça m'influençait pas. Et même si même on m'insultait, Meunier, tu dors, ou même des choses comme ça, c'est des choses qui...
qui sont stimulantes quelque part. Donc moi, j'adorais ces ambiances. Plus c'était chaud, mieux c'était, quoi. Ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, Gaëtan, un joueur qui était extraordinaire, qui jouait à Langnau, qui s'appelait Todd Ellick. C'était le joueur, plus tu l'insultais, plus il jouait bien. C'était absolument incroyable, c'était vraiment absolument phénoménal. Mon Gaëtan, est-ce que tu as encore une question par rapport au championnat suisse au hockey sur glace? Par rapport au championnat suisse, pas en tant que tel, mais par rapport à la suite de carrière, on va dire. Alors, voilà, je te fais le pont d'or, tout à fait, qui était tout à fait prévu. Vas-y seulement. Parce que tu as fini ta carrière de joueur professionnel, mais est-ce que tu aurais une envie, une fois, d'entraîner au niveau professionnel? Alors, ça, c'est oui, peut-être, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, j'ai fait le choix j'ai les diplômes en plus pour entraîner. Mais à l'heure actuelle, par rapport à la vie de famille, j'ai fait des choix pour avoir mes week-ends, pour être plus proche de mes enfants qui ont 7 et 9 ans et de ma femme. Donc à l'heure actuelle, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que potentiellement dans le futur m'intéresserait. À voir. Alors moi c'était une autre après-carrière, mais excellente question. Justement, la carrière de sportif d'élite, c'est quand même une carrière assez courte. Est-ce que justement en club, on vous prépare un petit peu, ou on vous parle déjà un petit peu de l'après-carrière? On avait reçu Malik Ben-Turki dernièrement aussi, qui nous disait mais pas du tout. Non, mais il disait on est un peu de la chair, tu vois. C'est vraiment fais ton taf, t'es payé, puis après dès qu'on n'a plus besoin de temps, on te jette. Comment ça s'est passé pourtant en tant que joueur? Est-ce que déjà tu prépares? Alors peut-être que toi tu es dans un cas spécial parce que justement tu avais fait tes études à Lyon, tu avais de toute façon une entre guillemets après-carrière qui était toute tracée, mais est-ce qu'on vous en parle en club? On vous prépare un petit peu à ça? Non, pas du tout. Non, ça c'est sûr que les clubs, je sais même pas si elles ont elles ont leur intérêt, c'est que tu te concentres sur le hockey, sur le moment présent, et pas que tu commences à te disperser. Donc je pense même pas. Par contre, c'est le rôle un peu maintenant des agents, même je dirais, et de pouvoir donner des clés justement aux gens qui posent des questions, et même à ceux qui se posent pas, justement de les mettre devant le fait accompli que la carrière à un moment donné elle va s'arrêter et qu'il va falloir faire un choix sur ce qu'on souhaite faire. Et c'est vrai que c'est dur en tant que joueur, quand on a joué autant, on est expert dans un domaine et on arrive à essayer de se projeter sur autre chose. C'est très compliqué et il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal, et c'est vrai que je pense que maintenant il commence à y avoir de plus en plus de cellules, d'accompagnement. Il y a une fondation, une association Gate to Future par exemple sur Fribourg qui s'est fait pour aider justement les sportifs à avoir une reconversion plus facile. Je sais qu'en France, il y en a beaucoup même l'État français aide beaucoup pour ça, pour les sportifs de haut niveau. Je sais moins en Suisse comment ça fonctionne sur ça, mais je crois qu'il y a quand même des aides. Mais c'est vrai que c'est pas les clubs. C'est vrai, ça vient pas des clubs, ça vient plus d'un peu en dehors des clubs. C'est extrêmement intéressant. Toi, Laurent Meunier, hockeyeur pro, tu as des enfants. Est-ce que typiquement, je pose cette question-là à des fils de musiciens, fils de vignerons, est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir eu la carrière que tu as encourage ou poussote dans une direction sportive tes enfants, par exemple? Alors, dans mon cas, non, je crois pas. Je crois peut-être même l'inverse. Des fois, je sais pas si ça peut-être les... Non, ils aiment bien le sport, mais ça n'a pas l'air... Alors, ils ont 7 et 9, donc c'est pas... Bon âge pour commencer le hockey sur glace. Pour le hockey sur glace, mais ils sont plus fans de foot, donc... mais voilà, donc non, je crois pas que, en tout cas, c'est... moi, j'en parle pas à la maison. Ils ont un peu de souvenirs. Ils savent que j'ai été joueur, évidemment, mais ils ont peu de souvenirs de moi quand je jouais. Ils se souviennent un peu de mon dernier match, parce qu'il y avait eu un peu une fête. Donc, mais à part ça, ils ont peu de souvenirs. Donc... je pense pas, en tout cas dans mon cas, je pense pas que ça les pousse du tout à faire du hockey ou même du sport professionnel. Et justement, en après-hockey, tu as quand même fait le repas d'équipe, oui. Une émission sur la télé qui, je crois, n'est plus d'ailleurs, ne se fait plus en ce moment, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se refaire? Et puis, comment tu es arrivé justement à faire cette émission-là? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. C'est encore une fois une bonne question. Hein. Il y en a plusieurs. Non, c'est vrai que c'était pendant le confinement et je sais pas pourquoi, je me suis mis à
penser à une émission de télé. J'ai commencé à écrire un soir de trois lignes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et 2-3 semaines après, je suis allé au ski avec mon pote Christo Baluette, et je lui en ai parlé comme ça. Et il a dit ah ouais, c'est cool. Et après on en a discuté tous les deux. Donc on a commencé à mettre juste un petit peu plus, on va dire, la structure de ce que pourrait être une émission. Et après moi j'ai contacté 2-3 chaînes de télé, et donc MySport a répondu positivement direct. Donc c'était cool, et c'est vrai que c'est Alex Burkhalter qui s'occupe de ça, nous a laissé vraiment main libre, on va dire, nous a vraiment pour faire ce qu'on souhaitait à notre image, et c'était vraiment super de faire cette émission pendant 2 ans. Et là pour l'instant c'est mis en stand-by, et c'est possible qu'on reprenne l'an prochain, mais c'est à discuter en fonction des fonds. Et comment vous choisissiez vos invités ? Alors ça, c'était vraiment au feeling. C'était en fonction de nous déjà, qui on souhaitait en inviter, évidemment de la carrière passée de la personne, et de notre affinité avec lui ou pas, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment fait des choix personnels, qu'on discutait évidemment avec MySport, avec Alex Burkhalter par rapport à ses choix, mais la plupart des choix paraissaient évidents. Donc, très bien, pardon, je pensais que tu avais encore une question, mon cher Gaëtan. C'est ça, des fois, l'esprit de la radio. Justement, par rapport à tout ça, instantanément, j'ai été un petit peu au contact avec Alain Reist, qui est aussi hockeyeur pro comme toi, défenseur, avec un super numéro, 77, bien sûr, excellent millésime d'ailleurs, qui lui, tout d'un coup, sa carrière d'hockeyeur pro s'est terminée, puis ça a été vraiment la crêpe. Il a tourné le dos au hockey, dans le sens il a dit ça fait plus vraiment partie de ma vie. Comment est-ce que toi tu as géré ton après-carrière par rapport au hockey, le fait on parlait avant de routine d'avant-match, une carrière de hockeyeur et aussi une routine de hockeyeur. Comment est-ce que toi tu as géré le fait de plus aller à l'entraînement, plus aller à la patinoire? Comment ça se passe un petit peu le retour entre guillemets à la vie civile, j'ai envie de dire? Alors, moi, j'ai pu choisir quand je me suis arrêté. Donc déjà, en plus, j'ai arrêté à 40 ans. Donc j'étais assez fatigué. C'était bien que j'arrête, parce que le corps, il commençait à être fatigué à la fin. Mais et après, j'ai pratiquement tout de suite enchaîné sur un nouveau travail. Donc, j'ai pas eu trop de temps de cogiter sur ça. Mais c'est vrai qu'on a un manque un peu physique quand même de faire du sport, parce qu'on peut plus faire du sport comme on veut. Mais quelque part, moi, ce qui est marrant, c'est qu'au bout de 2-3 mois, une fois, je dis à ma femme, je dis, mais je pense que c'est la première fois que je me souvenais en fait de plus avoir la sensation d'être fatigué. Mon corps, il s'était un peu régénéré. J'avais l'impression d'être bien, quoi, de plus être fatigué, parce qu'en fait, ce qui est incroyable, et on se rend pas compte, mais on est tout le temps fatigué en temps sportif, et d'autant plus quand on vieillit. Quand on a 20 ans, on s'en aperçoit moins, mais entre 30 et 40 ans, quand on enchaîne des saisons de hockey à 50, 60, 70 matchs, le corps il puise. Mais on est dans cette habitude, parce qu'on enchaîne, et on apprend à jouer fatigué, on se couche tard, on joue, on apprend à jouer blessé. C'est juste notre corps, il emmagasine ça, et de toute façon on doit avancer, on doit jouer, donc on se pose même pas la question. Mais ça n'empêche pas qu'on est fatigué. Et là, c'était au bout de 2 mois, moi j'avais régénéré, tout allait bien, ça allait mieux. C'est vrai qu'effectivement ça doit être assez bizarre. Ça, c'est intéressant que tu dis, en tant qu'hockeyeur, on apprend à jouer blessé. Alors on parle pas forcément de petits bobos, mais on sait qu'il y a des joueurs qui jouaient vraiment blessés. C'en est jusque là ce qu'on demande aux pros du hockey, parce que c'est limite, moi instantanément ça me fait penser un peu à, je suis fan de hockey vraiment autant que toi, Gaëtan, mais c'est de l'esclavagisme en fin de compte, si on fait jouer les gens blessés. Ouais, mais on sait pas, on les fait même pas jouer, c'est eux qui veulent jouer. Moi, personne qui te force en fait à jouer blessé. C'est comme ça, tu veux gagner, tu fais partie d'une équipe, donc tu veux pas lâcher tes copains, et c'est la mentalité, quoi. C'est ce qui forge, ça montre les caractères aussi des personnes. Tu demandes à n'importe quel joueur il a joué blessé une fois dans sa carrière, c'est sûr. Si il a fait plus d'un certain nombre de matchs, c'est sûr qu'il a dû jouer blessé. Il y en a qui ont de plus ou moins graves blessures, mais en ayant joué sous piqûre, des choses comme ça.
je trouve pas ça super de jouer sous piqûre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est les choses qui arrivent. Je crois qu'il faut quand même essayer de limiter ce genre de choses au minimum, parce que quand même après il y a l'intégrité physique des personnes qui est mise en cause. Donc ça, il faut quand même faire attention, surtout quand on est très jeune, donc de pas se griller sur une blessure. On a surjoué dessus, mais voilà, c'est la réalité du sport de haut niveau. C'est la réalité d'avoir des contrats. Des fois, il y a des joueurs qui jouent blessés parce qu'ils n'ont pas de contrat, ils veulent gagner des contrats pour les années suivantes. Donc voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est une réalité dans le sport de haut niveau. Justement, par rapport à ça, tu parlais de blessures graves qui t'empêchent complètement de jouer. Comment est-ce que toi, en tant que joueur, tu gères le fait d'être en costard ou pas, à la bande, en train de voir justement les copains qui s'éclatent sur la glace? Alors ça, c'est dur, mais par rapport au fait d'être blessé et de jouer blessé, mais c'est vrai qu'il y avait... Une fois, c'est Max Orley, il était bon. Et quand il y avait quelqu'un qui rentrait, qui avait mal, et il ne savait pas s'il pouvait jouer, il disait « T'as mal ou t'es blessé ?» Si t'as mal, tu peux jouer. Si t'es blessé, ok, tu peux peut-être sortir. Mais c'est de savoir si t'as mal ou t'es blessé tout le temps. C'est pas grave d'avoir mal, ça, tout le monde a mal. Mais si t'es blessé, bon, c'est peut-être autre chose. Mais non, mais pour revenir à la question sur être dans les tribunes quand on est blessé, ça, c'est une horreur. Moi, je sais que je détestais ça. C'était vraiment... Déjà, parce que dans notre corps, on peut pas... C'est dur, et après de voir les jeunes jouer et de pas pouvoir jouer, moi c'était vraiment quelque chose que je détestais, qui me faisait vraiment mal, plus que la douleur physique, mais c'était dur à gérer le fait d'être blessé. Ouais. Il y a un autre fléau malheureusement dans le sport qu'on aime, dans le hockey sur glace, c'est les commotions. Typiquement, instantanément, moi je pense à Eric Bloom qui a dû arrêter sa carrière suite à une charge d'une commotion qui se remet pas. Est-ce que toi, en tant que joueur pro, avant d'entrer sur glace ou pendant le match, où tu vois le mec qui se fait charger à côté de toi, tu dis ouh, ça aurait pu être moi, est-ce que tu as cette appréhension chaque fois, ou bien tu arrives à complètement sortir de ça de manière à être complètement dans ton match? Alors, il faut mieux sortir de ça, parce que sinon on peut pas jouer. Mais par contre, moi j'ai eu des amis, quand ils se font frapper, qui restent KO sur la glace, c'est compliqué de jouer. Des fois, après il y a de la vengeance, il y a des choses comme ça. Moi, c'est dur à gérer ses émotions quand on est proche et quand on voit des choses qui sont pas belles. Donc, mais par contre, si hockey sur glace, c'est un sport violent. C'est un sport violent. C'est un sport où c'est dangereux, même sans faire exprès. Donc on peut tomber à 1 mètre de la bande et rester paralysé. C'est des choses qui sont quand même... on peut prendre un palais dans le visage, on peut prendre là, on peut avoir dans le cou. Moi j'ai un copain dans le cou, il a dû se faire opérer de la trachée. Donc il y a quand même des choses qui peuvent arriver vite. Il y en a qui ont perdu des yeux. Donc si on pense à ça, on peut pas jouer. On est obligé de jouer libéré, parce que sinon c'est trop dur. Mais c'est vrai que pendant un moment, des fois, ça nous fait un choc. C'est pas évident, quoi. Et si tu regardes en Suisse, on essaie, enfin en tout cas le championnat suisse essaie de mettre en place un maximum la tolérance zéro. Mais est-ce que tu penses qu'elle est vraiment bien appliquée, ou on pourrait modifier pour essayer de mieux protéger les joueurs? Alors je pense que les choses commencent à être mises en place, et pour quand même bien protéger les joueurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins de commotion qu'avant, malgré que le jeu va vite. Il y en a toujours. Après, moi, je pense qu'il y en a réellement moins, parce qu'avant, plus de la moitié des commotions, elles n'étaient même pas déclarées. Alors ils disent par rapport à celles qui étaient déclarées, mais je peux vous dire le nombre de fois on a vu les étoiles tourner, ça va, on prend un cachet, un Doliprane ou je sais pas quoi, et c'est bon. Mais maintenant, il y a tout de suite des protocoles commotion qui sont mis en place. C'est quand même les joueurs qui ont ça, et ils ont tout de suite minimum 1 semaine, 2 semaines de repos. Avant, c'était pas ça. Moi, j'ai eu des commotions, il y avait personne qui s'occupait. Au bout de 3 jours, ça va un peu mieux, je vais reprendre. J'ai un peu mal à la tête, mais j'ai dû trop boire la veille. Mais non, mais c'était à l'époque, mais c'était comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'il y a quand même plus de sérieux sur ça. Tout le monde a pris conscience que c'était un énorme fléau, parce qu'on ne sait pas comment les gens après ils finissent, qu'on ne sait pas les conséquences que ça a à long terme. Donc il
j'espère que chez les jeunes aussi, il y a quand même vraiment quelque chose qui est mis en place pour protéger les jeunes, parce qu'en plus, quand c'est des adolescents, leur cerveau se développe, s'il y a des chocs importants, ça peut être encore des conséquences aussi très graves. Donc, moi, c'est quelque chose où après, ça vient aussi des joueurs, le respect. Les joueurs doivent avoir du respect. On n'est pas là pour tuer les adversaires, on est là pour jouer physique, mais ils doivent avoir un respect pour ne pas blesser les adversaires. Et ça, c'est important que les joueurs, vraiment, c'est des joueurs professionnels, ils doivent prendre conscience de ça. Vraiment, je trouve que ça, ils doivent peut-être avoir... C'est communiquer, et c'est vrai que c'est important de continuer à communiquer sur ce genre de choses. Est-ce que, et puis on parle de hockey sur glace, de sport, d'adversité, est-ce que par rapport aussi à l'arbitrage, on sent qu'il y a une évolution? Est-ce que le fait d'avoir un 4e arbitre a aussi amené un plus au niveau de l'arbitrage? Moi, je pense que oui. Après, quand vous demandez à n'importe quel coach, il dira toujours qu'il s'est fait voler. C'est vrai. Mais je pense que c'est normal. Il y a toujours des erreurs et on prend tout. On voit que les erreurs qui sont faites sur nous. On ne voit pas ce qui a été manqué de l'autre côté. Donc, je pense que ça, c'est assez humain. Mais je pense que l'arbitrage a progressé dans son ensemble. D'avoir 4 arbitres, d'avoir la vidéo, je pense qu'il y a quand même moins d'erreurs. Il y en aura toujours des erreurs. Il faut apprendre à vivre avec. Mais c'est ça qui est dur. Mais je pense que les arbitres... sont mieux préparés, sont mieux formés et communiquent mieux. Je pense qu'il y a encore un effort à faire là-dessus. Plus les arbitres vont communiquer avec les joueurs, vont communiquer aussi avec les journalistes. Je pense que ça apportera aussi des choses et j'ai l'impression que les ligues aux États-Unis, les ligues même en foot en France, ils parlaient de ça, que les arbitres allaient pouvoir aller aux conférences de presse, des choses comme ça ils vont pouvoir s'expliquer s'il y a des erreurs. Je pense que en Suisse, pour le hockey suisse, je pense que c'est peut-être des voies à réfléchir aussi, parce qu'on n'entend jamais parler des arbitres, mais les arbitres, c'est des humains et ils ont le droit aussi de faire des erreurs, mais ils ont le droit de s'expliquer, ils ont le droit de vous donner aussi leur point de vue et je pense que ça pourrait être intéressant et ça rendrait ça ferait progresser, je pense, l'ensemble du hockey. Et il y a un débat aussi en ce moment avec Vaucher, donc le président de la Ligue suisse, par rapport au fait de mettre des caméras supplémentaires, notamment aux lignes bleues, ou même de mettre un système de VAR. Tu en penses quoi par rapport à ça? Oui, il y a des joueurs, c'est Damien Brunner qui a pointé ça, comme quoi il n'y avait pas de vidéo, pas de caméra pour les lignes bleues, pour que ça soit précis. Après, la Ligue a dit que c'était un certain coût et que voilà, il y avait un coût de production vis-à-vis de ça. Moi, je sais pas. Oui, c'est important. Oui, c'est sûr que ça peut décider une saison. Après, il n'y en avait pas avant. Là, c'est presque à 100% bon, mais c'est pas tout à fait. Et c'est surtout certaines patinoires où on voit pas bien. Donc, il faudrait vraiment... il faudrait faire un petit peu améliorer quand même le système pour qu'on soit sûr à 100%. Ça serait mieux quand même. Après, mais il y a toujours un coût derrière et qui va le payer, quoi. Par rapport à ça, c'est vrai que des voix se sont élevées parce qu'en disant mais ça gueule aussi par rapport au plafond salarial, puis quand on engage des étrangers à tant de millions, pourquoi ne pas investir dans un système vidéo? On arrive gentiment au terme de cette interview qui est toujours extrêmement intéressante. La dernière question que j'aimerais te poser, Laurent, est-ce que toi maintenant, à l'âge que tu as, dans ta fin de carrière, tu gardes naturellement toujours un petit œil sur le hockey sur glace, sur le championnat suisse, bien sûr? Oui, bien sûr. Toujours un grand plaisir de regarder. Le niveau, je trouve, qui est très bon aussi cette année, avec le fait d'avoir 6 étrangers. Je trouve que quand même ça a élevé encore le niveau du championnat. Est-ce que ça péjore pas le hockey suisse, justement? Moi, je pense pas, mais je pense qu'il faut vraiment développer le hockey mineur pour que les jeunes arrivent soient mieux préparés. Parce que ça élève le niveau de jeu, donc les joueurs suisses qui vont jouer dans un niveau plus élevé, ceux qui vont en équipe suisse, je veux dire, ils seront meilleurs, hein. Donc après, oui, certains vont avoir moins de temps de jeu, mais ceux qui ont moins de temps de jeu, normalement, ils sont pas dans ces positions en équipe suisse. Ceux qui jouent en powerplay s'ils jouent pas dans leur club, normalement ils doivent pas jouer en powerplay avec l'équipe suisse au haut niveau pour être champion du monde. Il faut être capable, si la Suisse a l'objectif d'être championne du monde, normalement tes 6 meilleurs attaquants ils doivent jouer en powerplay dans tes clubs, même s'il y a des bons étrangers. Donc ça, c'est une réalité. Avant de terminer cette émission, jour J, dernier match, comment ça se passe? Moi là, c'était tranquille parce qu'on était en relégation avec Fribourg, donc c'était
C'était tout tranquille, on jouait le dernier match, il n'y avait aucun enjeu, aucune pression, on va dire. Donc c'est pas le bon. J'ai profité au maximum. C'était vraiment essayer de profiter avec tout le monde. Les gars m'avaient offert une crosse peint en or, etc. On avait fait Julien Sprunger, ils avaient fait un speech, c'était top, quoi. On avait bien rigolé. C'était un bon moment, un bon souvenir. Et à la fin, il y avait tous les enfants, comme les enfants étaient venus sur la glace. Donc c'était un beau souvenir, mais il n'y avait aucune. C'était pas comme si on jouait un match de play-off et tout d'un coup tout s'arrête. C'était un peu différent vis-à-vis de ça. Très bien, merci beaucoup, merci à nos chers auditeurs de Redline Radio. Si vous faites partie des personnes qui avaient raté le direct de cette émission, qu'à cela ne tienne, vous la retrouvez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et puis sur donc les pages Facebook de Redline Radio ainsi que celle des Trois Mousquetaires et notre chaîne YouTube. Ça se fera pas instantanément après l'émission comme d'habitude parce qu'on devra uploader les vidéos. Merci nos amis américains qui ont des problèmes de serveur. Mais vous avez pu nous écouter en tout cas à la radio, même si vous êtes dans le canton de Fribourg, à Grenoble, que sais-je, aux États-Unis, un moyen de nous écouter, n'est-ce pas, mon cher Xavier? Oui, et même sur les patinoires. Bon, je déconseille pendant les matchs parce que là, vous n'allez rien entendre. Alors, vous avez un smartphone, rien de plus simple. Vous pouvez télécharger une des 3 applications, l'application TuneIn, l'application Online Radio Box, l'application Suisse Radio Digital. Une de ces 3 applications que vous choisissez, vous la téléchargez sur vos smartphones et vous faites la recherche Redline Radio, vous la mettez surtout en favori. Voilà, pour ce soir, les émissions en direct s'arrêtent, mais vous pouvez rester à l'écoute des programmes de Redline Radio. Vous retrouvez aux environs de 22h les collaborateurs. On va changer diamétralement de style parce que ce sera plutôt du hip-hop. Demain, on retrouvera à cette même place, bien sûr, Monsieur Flavio Diaz, dans son émission littéraire. Je t'en parlais d'ailleurs, mon cher Gaëtan, si tu aimes lire. Notre invité sera Marie Badji ou Bagui, je ne sais pas. On lui posera la question demain. Laurent, en guise de conclusion de cette émission, qu'est-ce que tu dirais à un jeune joueur qui aimerait devenir hockeyeur sur glace professionnel? Moi, je lui dirais de vivre sa passion à fond et de tout mettre en place pour y arriver et que peu importe quelque part le talent, la détermination sera le plus important. C'est vraiment sa volonté à vouloir réussir qui fera la différence et vraiment qui tente à fond. S'il aime le hockey, qui tente à fond parce qu'il y a rien de plus beau de faire le métier qui est sa passion, quoi. Très bien, merci. Ce sera donc la conclusion de cette émission ici. On se quitte avec un groupe de la région. Bien sûr, ce sont les Marzella. Le titre Never Again. Excellente soirée à tous et à toutes. Merci mon Gaëtan. Tu reviens quand tu veux. Tu es ici à la maison. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Ciao. C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. C'est ton rire, c'était si bon, mais le manquait pire. J'y ai tellement pensé que je ne sais plus rien. J'ai tellement donné que je ne suis plus rien. Mark my words, never again, never again. At my worst, never again, never again. Intemporel, je me perds. Passé de velours et présent amer. J'y ai tellement pensé que je ne